Bienvenue au Blackburn Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Labelle, qui est un homme d'affaires et qui est aussi un inventeur d'un système de refroidissement de l'eau pour créer de l'eau potable à partir de l'eau de mer, de l'eau salée. Alors, Stéphane, je suis très, très content de te recevoir aujourd'hui parce qu'en fait, toi, tu es un homme d'affaires qui est devenu un inventeur. Alors, comment es-tu passé des affaires à l'invention de systèmes de désalinisation de l'eau? Quand j'étais tout jeune, j'ai toujours dit que j'étais un inventeur. J'ai été un homme d'affaires dans le but de financer les projets de développement de technologie que j'ai développés. C'est pas un après l'autre, j'ai toujours été comme un peu les deux. J'ai essayé de développer mon talent d'homme d'affaires dans le but de m'aider à être un inventeur qui va réussir à mettre en place les inventions en question. Parce que normalement, un inventeur invente, mais excepté, il y a des gros industriels qui vont prendre le contrôle puis qui vont essayer de faire en sorte qu'ils vont tirer le maximum de profit. Oui, mais avant d'inventer ton fameux système de désalinisation de l'eau, quel genre de choses ou d'objets ou de systèmes as-tu inventé? Plusieurs choses. Quand j'avais 15 ans, j'ai essayé de développer des projets qui étaient liés au mouvement perpétuel. À l'âge de 15 ans, j'ai eu un de mes professeurs en mathématiques qui m'a parlé du mélange eau glace comme étant le meilleur liquide qui existait sur la planète pour transporter du refroidissement. Ça a resté comme une obsession pour moi de me demander qu'est-ce qu'ils font avec ça, c'est tellement génial. Pourquoi ils s'en servent pas à plus grande échelle, tu sais? Finalement, j'ai travaillé sur d'autres choses. J'ai travaillé sur un système qui permettait de fournir de l'énergie à partir de la chaleur qui est dissipée par la planète. Un système géothermique, mais qui est complètement différent de ce que vous connaissez, qui va tirer avantage de l'énergie qui est disponible dans le fond des océans, parce que 66% de la chaleur qui est dégagée par la planète se dissipe aux endroits où les plaques tectoniques s'éloignent les unes des autres. Mais comment tu en es venu à t'intéresser à l'eau spécifiquement? C'est quoi ta prise de conscience par rapport à tout ça? Tu as décidé d'être inventeur parce que il y avait des projets qui te tenaient à cœur, pas juste parce que tu étais un whiz de la science ou des mathématiques. Et c'est peut-être plutôt à cause de mon grand-père. Quand j'étais tout jeune, il demeurait sur une ferme écologique. Le seul moteur qu'il y avait sur sa ferme, c'était une pompe électrique qui pompait l'eau dans la maison. Puis c'était pour moi un coin de paradis là où on allait rencontrer les animaux sauvages, défaler dames à castor, c'était paradisiaque. Puis mon grand-père m'a dit que il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu sèmes des carottes, tu t'attends pas à récolter des choux. Puis de la façon qu'on traite l'environnement, il me disait, regarde, quand tu vas être grand, tu vas avoir des gros changements. Donc, tu as été sensibilisé à l'environnement à un très jeune âge, c'est ça? Puis c'est peut-être plus mon grand-père qui a mis ça dans ma tête, les idées par rapport à l'eau, par rapport à l'environnement. C'était évident pour lui qu'on vivrait ce qu'on vit aujourd'hui. Là. Puis on n'est pas conscient à quel point les choses sont en train de changer à une vitesse exponentielle en ce moment. Donc, tu as été inventeur avant d'être homme d'affaires et finalement, tu as décidé de faire des affaires pour financer tes inventions. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Donc, ça fait longtemps que tu es inventeur, finalement. Oui, je pense que j'ai été inventeur dans le monde. Qu'est-ce qui t'intéressait dans les inventions dès le départ quand tu as commencé dans ce domaine-là? Ça a toujours été l'environnement, mais excepté j'étais conscient que si on continuait à consommer de l'énergie de la façon qu'on le fait, en générant des gaz à effet de serre, on s'en allait dans un mur. Fait que j'ai été toujours préoccupé par l'aspect efficacité énergétique puis tout ça. J'ai essayé de trouver des façons de fournir de l'énergie à l'échelle planétaire d'une façon 100% environnementale, respectueuse. Pour moi, le respect, c'est la base de tout, puis c'était important qu'on puisse trouver une façon de répondre aux besoins énergétiques d'une façon respectueuse, qu'on puisse voir à long terme. Parce que pour moi, je pense qu'un grand crime, c'est de s'imaginer qu'on est né pour un petit pain puis on peut pas faire des sandwichs pour tout le monde. Là.
on a de l'abondance en quantité illimitée. J'ai cherché un peu partout, puis finalement pour conclure que la seule source d'énergie qui pouvait répondre aux besoins mondiaux d'une façon facile, c'est l'énergie solaire, parce qu'on reçoit 6000 fois plus d'énergie du soleil que ce que l'humanité consomme. Puis, seule chose, c'est que j'ai pris pour acquis que les endroits idéaux pour pour installer des centrales solaires, ça serait des endroits sèches, des endroits désertiques ou semi-désertiques. Dans ces endroits-là, mais il fait toujours chaud. Puis un système thermique, pour qu'il soit efficace, ça y prend une référence froide. Fait que j'essayais de fournir du froid à mon système solaire en même temps que de l'eau, parce que utiliser de l'eau pour refroidir le système ou par évaporation ou nettoyer les miroirs dans un endroit où l'eau est déjà rare, c'était pas acceptable pour moi. Ça fait que, parce que les plus grands opposants à l'énergie solaire s'opposent parce que c'est trop cher, que l'énergie produite à partir des systèmes solaires est trop dispendieux. Donc, c'est l'énergie solaire qui t'a amené au projet de désalinisation de l'eau de mer. Absolument. Parle-nous donc à ce moment-là, c'est quoi ton système de désalinisation? C'est assez simple. En passant, la technologie a été validée par l'Université Polytechnique. C'est un système qui... on utilise un mélange aux glaces pour transporter le refroidissement qui est disponible, la référence froide qui est disponible dans l'océan. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on va assez profondément dans l'océan, même dans les endroits chauds, on a toujours une référence très froide. Puis on est capable avec le mélange aux glaces, on est capable de transporter ce refroidissement-là. Mais quand tu parles de mélange aux glaces, est-ce que tu congèles l'eau froide de l'océan? Ou est-ce que tu mélanges déjà de la glace existante avec l'eau froide de l'océan, l'eau salée? On transforme seulement que 5% de l'eau de mer qu'on puise en glace. Puis la glace, naturellement, devient de l'eau pure. Puis c'est ça, c'est facile de séparer la glace de l'eau salée par gravité. Puis, donc c'est la glace qui devient non salée. Exact. En se formant, la glace, naturellement, devient de l'eau pure. C'est un phénomène physique connu. Les Américains ont essayé de développer cette technologie-là, entre les années 55 et 85, mais ils faisaient fondre la glace dans le procédé au lieu de la conserver pour transporter le froid. C'est là l'erreur qu'ils ont faite. Et donc, toi, tu peux transporter cette glace dans des tuyaux sur des milliers de kilomètres ou sur des centaines de kilomètres. Tu peux amener de l'eau de mer, de la purifier et l'amener jusque dans des régions désertiques, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que le mélange aux glaces, un tuyau d'1 mètre est capable de transporter 1 gigawatt de refroidissement. C'est énormément de froid. Donc, les pertes qui peuvent arriver par conduction sont minimes par rapport à la quantité d'énergie qui est transportée. Donc, ça pourrait régler, en d'autres termes, tous les problèmes d'approvisionnement en eau dans les régions arides. Absolument. C'est ça l'idée. Absolument. Au lieu de consommer de l'énergie pour désaliniser l'eau, cette technologie-là permet d'économiser 80% des coûts énergétiques pour refroidir un immeuble, par exemple. Mais la beauté, c'est que pour chaque mètre cube d'eau qu'on produit, la valeur de l'énergie qu'on fait économiser vaut au minimum 10 fois la valeur de l'eau. Donc, on peut considérer que notre coût pour produire l'eau est zéro, est nul. Quel prix ils vont vouloir la vendre, c'est leur problème, mais le but, c'est qu'on puisse avoir de l'eau abordable qui va faire en sorte qu'on va pouvoir continuer à faire de l'agriculture. Parce qu'en ce moment, le vrai problème, c'est la capacité de produire de la nourriture, entre autres, puis de la conserver. Ton eau, elle peut servir à l'agriculture, elle peut servir à des systèmes de refroidissement d'édifices, de grands buildings, là. Elle peut servir à différentes choses. Dans plusieurs pays, il y a énormément de nourriture qui est perdue parce que les systèmes de refroidissement sont inefficaces, sont pas même disponibles. Les frigos, hein, d'autres Les frigos, ouais. Le mélange aux glaces que nous autres on produit est le meilleur liquide pour refroidir une carcasse de poisson, de volaille ou même des végétaux, là, instantanément au contact du mélange aux glaces. Les petites, parce que nous, c'est des petits cristaux de glace, c'est des tout petits cristaux de glace qu'on produit pour empêcher qu'il puisse y avoir du sel emprisonné à l'intérieur des cristaux. Donc, ça vient enrober la nourriture, puis ça refroidit instantanément à 0 degré la nourriture. Donc, la prolifération des bactéries est éliminée instantanément. Est-ce qu'il y a des pays ou des entreprises qui s'intéressent à ton système, qui aimeraient
C'est sûr que le Moyen-Orient est très intéressé, le Mexique aussi, l'Inde particulièrement, parce qu'ils deviennent les plus grands importateurs de gaz naturel liquide. L'affaire, c'est que le gaz naturel liquide, pour être transporté à l'état liquide, le gaz naturel doit être refroidi à moins 161 degrés. Et ils transportent ça dans des gros bateaux-citernes, puis quand ils veulent, avant de pouvoir le réintroduire dans des pipelines, il faut qu'ils fassent bouillir le gaz naturel parce qu'il faut qu'ils l'introduisent à l'état gazeux. Donc, dans les centrales de regazéification de gaz naturel, il y a des centaines de mégawatts de refroidissement qui est gaspillé parce qu'ils savent pas quoi faire avec. Pourquoi c'est pas encore mis en œuvre ce système-là alors qu'il y a tellement de pays qui subissent des sécheresses monumentales en Afrique, au Moyen-Orient, en Orient? Des investisseurs, en général, ont besoin d'être assurés. Ils veulent en voir un déjà fonctionner avant d'investir dans une technologie. Dans mon cas, vu qu'il n'y en a pas encore d'installé en situation réelle, j'ai un petit prototype qui produit un demi-gallon par minute de glace. Les gens ont besoin d'en voir un en situation réelle. Alors, c'est quoi ton projet pour en construire un pour intéresser les acheteurs éventuels? Ce qui arrive, c'est qu'à venir jusqu'à maintenant, la première technologie était disponible, mais était quand même assez dispendieuse, là. Les tuyaux pour pouvoir pomper l'eau, les stations de pompage, les systèmes de filtration, puis tout ça, c'était quand même assez dispendieux. Mais la dernière version dont on vient de parler, celle qui est liée au gaz naturel, ils ont déjà, les stations de regazéification de gaz naturel ont déjà les stations de pompage d'eau de mer. Ils ont déjà tous les équipements en place. Le coût pour pouvoir faire une démonstration dans cette situation-là est minime, ce qui fait qu'on est... La technologie, la validation de l'université vient d'être faite le mois dernier. OK. De cette version-là, puis on est en discussion avec des gens de l'Inde pour cette version-là. Mais oui, il y a des gens du Moyen-Orient, il y a des gens de l'Afrique qui sont intéressés aussi par la version de base. Donc, laquelle qui va venir au monde en premier, c'est difficile à prédire. La technologie solaire a évolué aussi en même temps, en parallèle. C'est sûr que c'est long, ça a pris peut-être 8 ans à développer ces deux technologies-là, mais excepté... puis c'est un peu frustrant que de voir qu'on est rendu à une situation où il y a des gens qui vont manquer de nourriture à cause que ces technologies-là ont pas été encore mises en place. En même temps, le temps que ça m'a obligé de prendre pour réfléchir a fait en sorte que j'ai mieux compris pourquoi les gens faisaient les choses comme ils le font, puis pourquoi, comment faire pour améliorer les systèmes. Le système solaire, ça fait... c'est tout récent là, que j'ai compris le pourquoi que mon système est plus efficace. C'est assez particulier à expliquer, c'est que les systèmes actuels... C'est quoi ton système solaire? Parce que là, on parle du système de désalinisation, mais c'est quoi le système solaire? Le système solaire, c'est le seul système au monde qui est capable de produire de l'électricité 24 heures sur 24 à partir de l'énergie solaire. Ah, toi, tu as inventé ça en plus. Ouais. Okay. Ouais. C'est qu'on entrepose l'énergie solaire dans des sels à des températures, des sels fondus à des températures aux alentours de 600 degrés. Ce qu'on s'est concentré sur, c'est la concentration de l'énergie solaire. Les systèmes actuels existants, c'est des systèmes les systèmes similaires aux miens qui existent en ce moment, ont été placés sur l'axe nord-sud parce qu'ils ont considéré que ce qu'on a appris de d'autres systèmes, les troughs, les grosses antennes courbées sur un seul axe, là, qui concentrent toute l'énergie sur un petit tuyau, c'est les systèmes les plus utilisés dans le monde actuellement pour produire de l'énergie thermique, on pourrait dire solaire thermique. Ces systèmes-là, on a appris que pour améliorer leur efficacité, il fallait mettre un petit tuyau de verre autour du collecteur pour diminuer les pertes de chaleur par convection. Mais nous, le système qu'on a développé, c'est un système qui concentre 10 fois plus d'énergie sur un collecteur. C'est des gros miroirs qui sont à peu près 8 pieds de large, qui sont courbés sur un seul axe d'une façon idéale, mais pour concentrer l'énergie sur un point focal qui est situé à 45 pieds au-dessus. Donc, il y en a des solutions pour la planète. C'est ça le plus important. Moi, ce que je pense, c'est que... Des solutions propres en plus. Exact. Le et soleil des solutions peu coûteuses en plus. Exact. Il y en a des solutions. Moins coûteuses encore que les carburants fossiles.
Mon but, c'est qu'on puisse démontrer qu'on est capable de transformer des régions désertiques en des régions super fertiles. Du coup, la plus-value des terrains vont rembourser pour les équipements instantanément. Fait que rendu là, à quel prix on va vendre l'énergie, à quel prix on va vendre l'eau, à quel prix on va vendre la nourriture. Mais est-ce que ça fait l'affaire des multinationales? Est-ce que ça fait l'affaire des gouvernements que ça coûte pas cher? Parce que là, ils ont le gros bout du bâton avec l'énergie, hein. C'est des milliards, des centaines de milliards d'argent qui sortent des poches des humains sur la planète chaque année pour les enrichir. Mais quand toi, t'arrives avec une énergie propre et peu coûteuse, est-ce que ça fait leur affaire? Peut-être parce que t'as de la difficulté à vendre ton système. Ouais. On appelle ça les doorkeepers. Les doorkeepers. Ouais, ceux qui sont là pour maintenir ceux qui sont en place. C'est sûr qu'il y a une résistance. Ceux qui sont en place veulent pas que d'autres viennent prendre la place. C'est un peu pour ça que je suis ici. J'aimerais que les gens sachent que ça existe, puis qu'on puisse savoir qu'il y a des solutions simples pour empêcher que le monde crève de faim. Toi, tout seul, face à tous ces pouvoirs-là, non, c'est important qu'on puisse faire les premières démonstrations de ces technologies-là, parce qu'une fois qu'ils vont l'avoir d'en face, ils pourront pas dire que c'est pas vrai, que ça existe pas. Mais tu devrais pas être backé par une grosse société qui a de l'argent et tout ça, qui est puissante, qui mettrait de l'avant tes systèmes. Mais toi, tout seul, comme individu, même si avec un crowdfunding, tu ramassais 500 000 $ pour faire fonctionner ton système, puis prouver qu'il est valable, tu sais, je veux dire, tu pourrais être mis de côté pareil, tu sais, parce que ça fait pas l'affaire de l'économie mondiale. Ça dérange. Oui, mais quand les gens vont être comme ce qui se produit, là, la capacité de produire de la nourriture à l'échelle internationale vient d'être diminuée d'au moins de moitié là, en l'espace d'un an. Comment ça? Ben, juste la Californie, c'est une industrie de 45 milliards de dollars de production alimentaire qui vient de s'écrouler. Mais l'eau... Ah oui, ben, explique-nous ça, raconte-moi, je suis pas au courant. Ben, ils ont reçu 5 fois moins d'eau les 2 dernières années que les années précédentes, l'eau de pluie. À cause des réchauffements climatiques, l'air transporte plus d'humidité, puis il n'y a pas de neige qui tombe sur le haut des montagnes l'hiver. Donc, c'est la fonte de cette neige-là qui habituellement les alimente en eau potable. Mais à cause des réchauffements climatiques, ils prévoient que c'est une sécheresse qui finira pas de pas finir. La seule solution, Bill Gates parlait justement aujourd'hui de cette situation-là. La seule solution, c'est la désalinisation, mais les impacts environnementaux sont terribles des technologies de désalinisation actuelles. Notre technologie, parce qu'on utilise l'eau la plus froide possible, utilise de l'eau idéalement à 600 mètres de profond qui contient 95% moins d'oxygène. Il n'y a plus de bébés poissons, il n'y a plus de phytoplancton. En Californie, il n'y en a plus de poissons dans la mer. Ils peuvent dire, regarde, c'est pas grave, si on les tue, les poissons qui restent, il n'y en a plus. C'est peut-être pas la bonne façon de voir. Moi, je suis allergique à l'océan maintenant. Hein. Je fais des allergies quand je vais dans le sud et tout ça. Même au Cape Cod, j'en ai fait aussi. Parce que les océans sont tellement pollués aussi. Tu sais. Mais toi, est-ce que ça dépollue en plus ton système? Dépolluer, c'est un grand mot. C'est que la plus grande Parce que source... tu dis toujours que tu es dans l'eau potable aussi. Oui. Mais l'eau potable pour la consommation humaine ou pour l'agriculture? Les deux. Les deux. Les deux. Donc, tu nettoies aussi l'eau moins propre pour en faire de l'eau potable. Je fais partie d'un consortium. Tantôt, je parlais d'Indiens de l'Inde. Ces gens-là sont très intelligents, sont très cultivés, puis... le consortium avec qui je travaille, c'est des gens qui sont spécialisés dans les biogaz. Il y a un docteur, Shivaji, là, qui vient de s'ajouter à mon équipe, là, Shivaji Ramalingam, qui est spécialisé dans les biogaz. On est en train de faire un projet dans l'ouest de l'île qui récupère les biogaz puis qui les purifie pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse les utiliser pour alimenter des camions. Les biogaz à partir de décharges de déchets? Exact. Ah ouais? Exact. Le méthane, sous pression, peut faire économiser 80% des émissions de gaz à effet de serre qu'un camion génère. Mais en plus de ça, si on laisse le méthane s'en aller dans l'espace, il y a 150 fois l'impact environnemental du CO2. Donc, je pense que le méthane, c'est la plus grande menace pour la planète en ce moment.
dans le Grand Nord, dans l'Arctique puis dans l'Antarctique, il y a des quantités d'hydrates de méthane qui sont en train de se transformer en méthane en quantité industrielle. Il y a, juste près de l'Alaska, il y a un petit espace là, qui appartient à la Russie, qui, en réalité, ça fait partie de la Sibérie. Juste cet petit espace-là est capable de multiplier par 1000 la quantité de méthane qu'il y a dans l'air. On a des preuves. Depuis les 820 dernières 1000 années, il n'y a jamais eu plus que 300 ppm de CO2 dans l'air, équivalent, je dirais. Mais là, on a passé le 400 ppm. La Terre, on le sait, c'est prouvé, elle réagit quand il y a au-dessus de 300 ppm de CO2 dans l'air. Mais juste le méthane qui est en train de se dégager là, sur la petite partie de terrain qui surchauffe en Sibérie est capable de multiplier par 1000 la quantité de méthane qu'on a dans l'air. Ça va juste multiplier par 10, ça va doubler. Ça va donner l'impression comme si on avait 800 ppm de CO2 dans l'air. Juste pour donner une petite idée. Mais est-ce que c'est encore récupérable tout ça ou est-ce qu'il est trop tard? La seule façon que je vois, moi, dans ma tête, qu'on pourrait réverser cette tendance-là, c'est de transformer les régions désertiques en régions fertiles, en forêt. Avec les technologies que j'ai, on peut le faire simplement. On peut le faire facilement, puis ça peut être très rentable. Et ça va permettre de nettoyer l'oxygène, l'air autour de la planète. Faire pousser des arbres de chanvre, là, qu'il n'y a pas de THC dedans. Mais dis-moi, ton consortium, est-ce qu'il y a un certain pouvoir ou vous êtes juste une gang de scientifiques, d'inventeurs avec des projets merveilleux, mais sans pouvoir? Ben, le consortium que je représente, c'est un groupe d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires d'au-dessus de 100 millions chacun. Mm-hmm. C'est rien comparativement à ce qui se passe à l'échelle planétaire, mais quand même, on a la capacité de faire des démonstrations. Ces gens-là veulent travailler avec nous pour faire des démonstrations en situation réelle, surtout de la version solaire, dernière version, puis la technologie de désalinisation, dernière version. Mais est-ce qu'ils vont financer tes expérimentations? On est en train de travailler là-dessus. Tu es en train de travailler là-dessus, t'en diras pas plus long, mais tu peux aussi appeler M. Bill Gates puis lui demander de t'appuyer, non? Absolument, absolument. Moi, la seule chose, c'est que je veux être certain que ces technologies-là seront pas utilisées pour rendre les gens encore plus esclaves. Je pense qu'on a l'opportunité, si on apprivoise l'énergie solaire qui est disponible. Puis, il y a 3000 fois plus d'eau dans l'océan que ce qu'on peut consommer. Puis, une fois qu'on l'a consommé, on retourne dedans. Si on apprivoise les ressources qu'on a, si on apprend à respecter les ressources qu'on a, on a la possibilité de devenir libre, d'être autonome, de plus être obligé de courir comme dans le rat race qu'on vit actuellement. Ah, explique-moi ça. Du coup, quel rapport avec le rat race? Tu veux dire notre monde qui va trop vite, où il faut toujours être performant, où au lieu de consommer des aliments qui sont OGM, qui sont aussi nuisibles que capables de nous maintenir en vie, si on est capable de créer des villes qui vont être autonomes au niveau énergétique, au niveau de l'eau, puis au niveau de la nourriture, qu'on est capable de faire de la nourriture biologique, que les gens sont capables de consommer sur place au lieu d'être obligés de transporter dans des sacs en plastique et tout, en bout de ligne. Juste considérer le fait que cette maison-là qu'on vient de construire dans un endroit qui était stérile avant est autonome au niveau énergétique, au niveau alimentaire, fait en sorte que la valeur de cette maison-là va valoir plus que les murs qu'on vient de mettre en place. Là. On peut financer ce projet-là sur 50 ans si on veut. Puis, en bout de ligne, ça va être une nouvelle économie qu'on va créer. Si on crée des villes qui sont autonomes au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau de l'eau, pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins alimentaires de la planète. Oui, mais est-ce qu'il y a une volonté politique dans ce sens-là? La politique n'a rien à voir, c'est l'économie, Ou est-ce qu'il y a une volonté? C'est l'argent qui mène le monde, oui, c'est l'argent à court terme qui mène le monde. C'est l'argent qui mène le monde, c'est les multinationales qui mènent le monde, tout le monde sait ça. Mm-hmm. Mais est-ce que
Pour eux, chez eux, il y a une volonté de changer les choses, puis d'améliorer la planète. Puis est-ce que ça peut être rentable pour eux aussi? C'est ça la question. Le reste, ça n'a pas d'importance. Même si 99% de la planète doit mourir, le système actuel a une vision à court terme seulement. C'est combien ça rapporte à court terme? Dans le moment. Dans le moment. Donc, si on est capable de faire la démonstration que cette petite maison-là est rentable instantanément, de faire cet investissement-là, c'est l'investissement le plus rentable. À venir jusqu'à maintenant, l'investissement dans les énergies renouvelables, c'était plus ou moins rentable. Mais si on est capable de faire la démonstration que c'est hyper rentable de faire ces investissements-là. Oui, bien, c'est rentable dans le sens où ça coûte pas cher. Mais c'est pas rentable dans le sens que ça rapporte pas aux multinationales. Dire une pétrolière, si on consomme de moins en moins de pétrole, c'est quoi son avantage dans des projets d'énergie propre? Si au niveau légal, on pouvait garantir une valeur minimale du pétrole, au lieu de laisser le prix du pétrole chuter comme on le fait actuellement, pourquoi il faudrait brûler le pétrole pour qu'il puisse avoir une valeur? Mais quelle serait l'autre valeur du pétrole? On pourrait considérer comme si c'était un compte en banque, que les gens qui ont un puits de pétrole, que c'est de l'énergie pour le futur, que on peut pas juste le faire brûler. Le pétrole, nos concentrateurs solaires sont faits à base de plastique. On peut... Donc, tu servirais du pétrole pour faire du plastique? Oui, mais on n'est pas obligé de le faire maintenant. Cette ressource-là, on peut le conserver pour les 10 000 prochaines années. On peut dire que c'est un compte en banque virtuel qui est associé au nombre de barils qui sont disponibles. On n'est pas obligé de le faire brûler puis de s'auto-détruire pour pouvoir avoir une valeur économique. Trouver une solution qui va faire en sorte que ça soit à l'avantage de tout le monde, c'est ce qu'on cherche. Ouais. T'sais, si ces gens-là peuvent utiliser cette référence financière-là qui est disponible pour investir dans des technologies qui vont pouvoir donner de l'abondance à tout le monde, au lieu d'être au-dessus d'une gang de personnes qui sont en train de crever de faim, s'ils sont au-dessus d'une gang de millionnaires, pourquoi pas? Ça leur donnerait, au lieu d'être milliardaires, ils pourraient être trilliardaires. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas revenir à des valeurs toutes simples aussi, tu sais, de vivre simplement, d'avoir tout ce qu'il faut dans un environnement sain, plutôt que de toujours être dans la surconsommation d'un paquet d'affaires dont on n'a pas besoin, qui nous rendent pas heureux, tu sais. Puis là, on est 7 milliards, là, et plus à consommer n'importe quelle cochonnerie inutile sur la planète. Ouais. C'est un changement de philosophie. Moi, je crois à la simplicité. Je pense que le vrai changement est dans la simplicité. Absolument. Et non pas dans la surconsommation. Absolument. Mais je veux dire, la culture populaire va pas du tout dans ce sens-là en ce moment. Actuellement, parce qu'on n'a pas la vision, on a l'impression qu'il faut qu'on court comme des débiles pour réussir à payer le loyer, la voiture, le ci, le ça. Puis de s'endetter pour acheter des bébelles dont on n'a pas besoin aussi. Ouais, puis d'écouter la télé pour pouvoir se donner le coup d'acheter plus de bébelles. Oui, ça, c'est un cercle vicieux, mais je veux dire, c'est encouragé par le système. Oui, mais en bout de ligne, le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Je pense que de prendre le temps de réfléchir, de méditer, moi, le but premier de notre rencontre, c'est de faire comprendre aux gens qu'on a des possibilités d'abondance illimitées. Qu'on arrête de paniquer. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il y a des ressources en quantité plus qu'abondante, là. On a juste à les utiliser d'une façon intelligente. Est-ce qu'on est obligé de continuer à faire ce qu'on fait comme on le fait? Oui, on pourrait, comme je disais, construire des villes où on va être capable de se calmer les nerfs. Il y a des gens qui ont des ressources, il y a des gens qui en ont de l'argent, qui vont vouloir être autonomes, indépendants de ce système-là qui est pas stable. La valeur, tu sais, à venir jusqu'à maintenant, la raison pour laquelle ça n'a pas parti, mon système, j'ai eu une évaluation, juste ma technologie de désalinisation de base de la première a été évaluée à 4,5 milliards de dollars. Mais les gens ont de la difficulté à reconnaître cette valeur-là parce que c'est une valeur intangible. C'est pas comme une brique. Ouais. Ils préfèrent considérer la valeur d'une devise monétaire qui est au moins aussi intangible, qui est le dollar canadien ou le dollar américain, mais en réalité, je veux dire, qu'est-ce qui est plus intangible? Moi, je pense que la valeur des dollars, c'est une valeur perçue, tandis que l'autre c'est une possibilité de survie. Est-ce qu'on va avoir le choix?
Amener jusqu'à maintenant... Avoir le choix entre avoir $1 million dans ses mains puis survivre dans un environnement sain, je pense que les dollars valent plus rien, ça c'est clair. Un verre d'eau dans le désert. Non, mais s'il te permet de rester en vie. La valeur première de l'être humain, c'est l'instinct de survie. Si on n'a pas ça, je veux dire, on est nowhere. Mais l'erreur que la plupart des gens font, c'est de s'imaginer que c'est pour dans 20 ans. Que s'ils investissent dans des technologies renouvelables, ça va leur assurer une sécurité pour leurs enfants dans 20 ans. Mais c'est pas vrai. C'est cette année. Ben, on le voit maintenant, tu sais, je veux dire, les lacs sont pollués, les rivières sont polluées, l'air est pollué partout en ville, c'est affreux. On est dans la pollution, là, en ce moment, puis ça ne peut qu'augmenter et ça continue d'augmenter chaque année. Ah ouais. Mais là, toi, tu arrives avec des solutions. Est-ce qu'il va falloir se rendre jusqu'à des catastrophes énormes pour qu'il y ait une volonté de prendre les choses en main et d'améliorer notre environnement par des technologies comme celles que tu offres pour qu'il se passe quelque chose enfin? Mais on a l'impression que tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Comme tout le monde veut du changement, mais pour son petit profit personnel. C'est moi, mais là, il faut penser autrement. Absolument. Ce dont tu penses, ça amène un autre niveau de conscience que la plupart des gens n'ont pas. Même quand tu vas en Afrique, les gens envient notre pouvoir de consommation. C'est ça qu'ils voudraient vivre. On leur vend même ça, ce rêve-là. Je suis pas certain. Ben, je pense qu'ils sont plus conscients que nous autres. Je pense qu'ils sont plus conscients que nous autres. Quand tu as vécu la faim, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on préfère nourrir une voiture avec le blé que de nourrir des êtres humains. C'est pas à l'université qu'on enseigne le gros bon sens. Je pense qu'il y a des enfants qui sont capables de mieux comprendre le gros bon sens que des docteurs. Sérieusement, j'en ai eu la preuve. Là. Les technologies que j'ai développées, c'est des technologies simples. Là. Je fais de la glace. Là. C'est pas, on s'en va pas sur la planète Mars. Là. Mais comment ça se fait que ça fait plusieurs années que je me bats avec des gens? Ça a pris une éternité avant que je réussisse à avoir assez d'intérêt pour qu'on fasse une étude approfondie de ma technologie à l'université. Pourquoi est-ce que je dois me battre contre l'establishment pour essayer de mettre en place une technologie qui est là pour répondre à des besoins de base? Honnêtement, c'est pas l'argent qui est le plus important pour moi. Là. Je veux dire, je leur donnerais si je pouvais leur faire confiance. T'sais. Mais là, tu as des projets, comme tu as un projet en Afrique, là, aussi, là, avec les jeunes et tout ça. Pourrais-tu... On a une coupe. Oui, parle-nous de ça. Le projet, la situation géographique reste à déterminer. C'est qu'il y en a plus qu'un projet en Afrique. Le besoin en eau est criant là-bas. C'est une question de survie. D'un, il y a eu l'Ebola qui a fait en sorte que le projet en Guinée-Conakry a été mis sur pause. Il y a plusieurs opportunités. Du côté de l'Afrique. Oui, il y a le Rwanda, mais le Rwanda, ils n'ont pas accès à... Le besoin en eau n'est pas aussi important. Ils sont plus intéressés par les technologies qu'on a de biomasse. On a une technologie qui permet de transformer la biomasse en hydrogène. C'est la technologie qui permet de transformer un peu la biomasse comme si c'était de l'énergie solaire en bout de ligne parce qu'il n'y a pas d'émission de CO2. On la fait pas brûler. On transforme la biomasse en hydrogène, puis l'hydrogène, on s'en sert pour alimenter des moteurs qui produisent de l'électricité d'une façon très propre. Donc, ces technologies-là permettraient de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire, en réalité, parce que la biomasse a été produite par l'énergie solaire. Puis nous autres, contrairement aux technologies qui servent à faire de l'éthanol en ce moment, c'est des technologies qui utilisent les branches, qui utilisent les tiges des plantes pour produire de l'énergie. Puis en bout de ligne, ce qui reste, c'est des cendres, puis du charbon qui va rendre les terrains fertiles, puis qui va faire en sorte que ça va améliorer l'agriculture au lieu de... Donc, ton projet risque de naître en Afrique parce que les besoins sont plus criants et aussi parce que j'imagine qu'il y a une volonté, les besoins d'énergie étant ce qu'ils sont, les besoins en eau aussi étant ce qu'ils sont dans certains pays d'Afrique. Finalement, certains gouvernements africains risquent de te permettre de mettre en œuvre ta technologie là-bas. Ils ont énormément d'intérêt, autant pour la technologie solaire que pour la technologie de reproduction. Tu sais, quand tu penses qu'en Arabie Saoudite, ils fertilisent le désert en allant puiser dans la nappe phréatique. Ouais.
Ils sont en train d'assécher la nappe phréatique pour produire beaucoup de fruits et légumes. Hein? Mais c'est partout dans le monde. Même en Californie, moi je l'ai vu en Californie. Hein? Ils sont rendus à au-dessus de 20 000 ans. Là. Ils vont chercher l'eau qui a tombé il y a 20 000 ans en ce moment. Mais ça progresse à une vitesse inimaginable. Là. Ils sont obligés d'aller de plus en plus creux. Puis, si on prend l'expérience qu'on a vécue en Espagne, par exemple, où ils ont été justement creusés creux, mais ce qui arrive, c'est que les courants naturels viennent remplir la nappe phréatique, mais avec de l'eau salée qui vient de la mer. Ben, c'est parce qu'on joue avec la planète, on joue avec l'univers. L'autre fois, je regardais la semaine dernière un documentaire sur le système solaire, là, parce que maintenant, ils envoient des sondes là, tu sais, autour de Saturne, puis tout ça, les lunes de Jupiter et tout. Ils expliquaient comment l'énergie et comment l'activité des satellites était complètement influencée par l'activité de la planète principale comme Jupiter et Saturne. Alors, comment il y avait des échappements de gaz ou des échappements d'eau même, de glace ou de vapeur dans l'atmosphère autour. Donc, tu sais, je regardais tout ça puis je me dis, mon Dieu, tout est tellement lié, tout semble tellement lié dans l'univers. Comment est-ce qu'on peut, jusqu'à quel point peut-on jouer avec notre planète, tu sais, puis en faire tout ce qu'on veut, tu sais, sans respecter ces espèces de grandes lois qui régissent l'univers? C'est spécial de voir qu'on doit être acculé au pied du mur. Je pense que dans les plus grandes joies comme dans les plus grandes peines, c'est là qu'on a les plus grands cadeaux. C'est là qu'on a la possibilité d'apprendre le plus. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend quoi? L'essentiel, peut-être? Comme tu disais tantôt, oui, l'essentiel de vouloir le calme, de vouloir la paix, de vouloir l'harmonie, de vouloir le vrai, le beau, le bon, de vouloir être en santé, juste la santé. Quand tu es dans le rat race, tu l'oublies, tu le prends pour acquis. C'est ce qui fait que dans le monde dans lequel on vit, l'argent passe avant la vie. Mais qu'est-ce qu'on possède de plus précieux que la vie? Il faut être malade, il faut être en train de mourir pour prendre conscience. Tantôt, tu disais, est-ce qu'on va devoir attendre qu'il y ait des catastrophes? Je m'excuse, mais la catastrophe est déjà arrivée. Il faudrait qu'on en prenne conscience parce que là, il n'y en a plus d'eau qui tombe. Là. Est-ce qu'on va s'imaginer qu'on va réussir à nourrir tout le monde en creusant des trous de plus en plus profonds? C'est pas la solution. Il faut trouver des façons de recréer l'équilibre. Même ici, à Montréal, on le voit qu'il y a moins d'eau. Puis ça fait des années que c'est comme ça. On le sait, les sols là, sont secs complètement. Les fondations s'effondrent à cause de la sécheresse du sol. Puis ça fait longtemps que ça dure. Puis c'est rien ici, là. Puis au Brésil, cet hiver, c'était épouvantable. Il tombe pas d'eau, c'est la grande sécheresse là-bas. L'année passée, ce qui a compensé pour le manque de production alimentaire de l'hémisphère nord, c'est l'hémisphère sud. Mais cette année, elle fait pas sa job, l'hémisphère sud. Elle compense pas. Ça fait qu'on va manger quoi cet hiver? Ouais, les greniers sont à zéro. Ah oui? Il faudrait que tout le monde devienne végétarien. Là. Il n'y a plus de céréales? Non. La technologie qui est liée au gaz naturel permettrait, entre autres, de diminuer d'une façon importante les pertes de nourriture, autant au niveau des céréales qu'au niveau de tout ce qui est potager, de la viande, pour faire en sorte qu'on puisse aider à compenser pour le manque à gagner au niveau de la production. Mais notre capacité de produire de la nourriture est affectée d'une façon importante. Là. Ah, à l'échelle planétaire, c'est pas juste la Californie. Là. Donc, il va falloir attendre des plus grandes catastrophes encore. Non. Avant qu'il y ait une volonté de changement. Faut qu'on goûte à la catastrophe qui est en train de se produire maintenant. Et là, la catastrophe. Il n'y en a plus d'eau, là. Il faudrait que quelqu'un comprenne qu'on est en danger, que c'est une question de sécurité nationale. J'ai parlé à des gens vraiment importants aux États-Unis, là, qui sont supposés être là pour protéger la sécurité nationale. Nos grands lacs, là, les Américains sont en train de puiser l'eau dedans. On n'a rien à dire, c'est chez eux. Mais quand même, nous, on va être affectés. Bill Gates en parlait tantôt, Monsieur Obama en parlait aussi. Je veux dire, c'est la question de sécurité nationale qui est affectée d'une façon importante. Là. On dit toujours que la prochaine guerre, ça sera pas pour le pétrole, ça va être pour l'eau. C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on a les technologies pour pouvoir en produire de l'eau en quantité limitée. À peu de frais, là. La valeur du refroidissement qu'on transporte vaut minimum 10 fois la valeur de l'eau qu'on produit. On peut, parce qu'en même temps, que l'eau est moins disponible, les besoins en climatisation augmentent.
Ça se fait en parallèle. Puis la technologie solaire, on est en train de découvrir que probablement on va être capable de désaliniser l'eau en même temps qu'on va arriver à des niveaux d'efficacité incroyables. Mais une étape à la fois. On dit toujours, on a tel objectif pour dans 20 ans, dans 30 ans et tout ça. Puis tu regardes qu'est-ce que ces pays-là qui parlent d'objectifs font dans leur propre pays, puis ils dévastent la forêt, ils dévastent tout. Alors on a l'impression que c'est du pur mensonge, tout ça. C'est pour ça que je te disais que je crois pas à la démocratie tantôt. Ouais, mais tu crois à quoi? Alors, qu'est-ce qui va nous sauver de la catastrophe finale? La planète va rester, nous autres, on va disparaître à un moment donné. Mais qu'est-ce qui va nous sauver? C'est sûr que c'est nous, les humains, qui allons nous sauver, mais qui a le pouvoir de prendre ces décisions-là? C'est le peuple. Le peuple a le pouvoir. Ben, le peuple pourrait le prendre, le pouvoir, s'il voulait. S'il y avait une vraie démocratie, théoriquement, la démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple. Ben oui. Mais avez-vous vraiment l'impression d'avoir le pouvoir? Non. C'est une joke. Total. Je veux dire, la façon de voir les choses des gens est manipulée. Les journaux ont le droit d'écrire n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quel mensonge en disant que quelqu'un l'a dit. On peut détruire la réputation de n'importe qui à outrance. Personne n'est responsable de rien. C'est une machine faite pour pouvoir justement permettre aux gens qui sont au pouvoir de garder le pouvoir. Puis la démocratie, c'est de plaire. Plaire, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire une différence et avoir un avenir? C'est juste d'avoir une vision à court terme de 2 minutes, mais minuit est passé, là. 2 minutes, on n'a plus. Mais je t'arrête un petit peu parce que je trouve ça intéressant que tu parles des médias comme ça, parce que je me demande si même les journalistes à la télévision sont conscients du rôle qu'ils jouent dans la société. Peut-être qu'ils sont, mais est-ce qu'ils ont le choix? C'est ça la question. Dans le monde dans lequel on vit, si tu embarques pas... Ou est-ce qu'ils sont pas tout simplement utilisés? Non, ils sont utilisés. Puis ceux qui voudraient dire les vraies choses, malheureusement, ils garderont pas leur job. Fait que, est-ce qu'ils ont le droit de dire les vraies choses? Je pense pas. L'establishment est là. Ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir garder le pouvoir. Mais la réalité, c'est que le pouvoir a installé son système pour pouvoir garder le pouvoir. Ben oui, mais le pouvoir doit avoir aussi une certaine conscience de ce qui se passe sur la planète à un moment donné. Conscience. Ouais. Le pouvoir a le zéro conscience. Bon, on le voit beaucoup aux États-Unis chez les républicains. Il n'y en a pas de problème chez les républicains. Non, chez les républicains, c'est comme de la maladie mentale un peu, là. Mais il y a encore du monde intelligent qui pense sur la planète, qui voit, qui ont une certaine conscience. Même dans la classe politique, même dans les multinationales. Tout le monde n'est pas juste là pour s'enrichir. Non, qui est pas là pour s'enrichir? En tout cas, c'est pas moi. Honnêtement, le gouvernement représente bien le peuple, malheureusement. C'est le miroir du peuple. On a les politiciens qu'on mérite, ça, c'est sûr. C'est Mais, dommage. tu sais, c'est quoi notre époque? J'ai l'impression que c'est la culture de la consommation à outrance, véhiculée par la télévision, ces shows de télé-réalité show, là, qui finalement, qui te vendent le lifestyle, tu sais, la grosse maison de banlieue, les SUV qui brûlent du gaz, tout le monde qui veut avoir l'air d'une vedette de cinéma, qui consomment, tu sais, le luxe. J'ai l'impression que c'est ça que la majorité du peuple désire. Tu sais, moi, c'est ça qui toujours me surprend chez le monde. Est-ce que tu te poses vraiment la question de savoir si les gens sont heureux? Oui, toujours. Toujours. Parce que moi, je regarde toujours les gens en profondeur. Je regarde jamais les gens en surface. La surface, bon, l'enveloppe, je vois un peu, puis après ça, je vais dans la profondeur de la personne. Tu penses qu'il y a il y a beaucoup de monde qui sont heureux? Je sais pas si les gens sont vraiment heureux. Moi, en tout cas, quand j'enseigne le théâtre, je vois le mal de vivre de beaucoup de gens. La majorité des gens ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. Et je trouve que le problème de l'être humain, c'est de ne pas accéder à l'âge adulte. Je trouve que la plupart des humains restent des enfants. Ils sont toujours en demande.
je veux. Ils sont pas rendus à l'âge adulte où ils sont capables de partager, de donner, d'échanger avec les autres. Ils veulent toujours pour eux. Puis pour moi, c'est ça l'enfance. L'enfance, on a besoin de toujours demander, on a besoin pour croître, tu sais. Mais rendu à l'âge adulte, ben là, on est supposé être capable de donner pour aider les autres à croître. C'est un partage. Moi, je vois ça autrement. Ben, raconte-moi ça. Moi, je pense qu'en tant qu'enfant, on devrait apprendre que le bonheur, c'est d'être utile. On devrait apprendre à apprendre. On devrait apprendre à être. On devrait apprendre qui on est. C'est quoi notre but? Moi, je suis convaincu que le rôle de l'être humain, c'est de faire le paradis sur Terre. Je pense qu'à date, on a manqué notre coup. Puis... On dit la même chose, finalement. Si les parents sont pas capables d'apprendre ça aux enfants, c'est que les parents sont pas rendus là eux-mêmes. Donc, les parents sont vraiment même pas des adultes, vraiment. Ils sont de faux adultes. Ils sont même pas des enfants. Puis ils sont ni des enfants non plus. Alors, ils ont des enfants, ils savent pas quoi leur enseigner, quoi leur inculquer, sinon des principes qu'ils ont appris de leurs parents ou de leurs grands-parents ou de la société. Se marier, faire de l'argent, la vieille morale de perpétuer l'espèce. Qu'est-ce qu'il y a comme sagesse, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement, qu'est-ce qu'il y a comme lumière, qu'est-ce qu'il y a comme conscience dans la société. Moi, je suis un gars très tolérant, je suis un gars aimant, mais tu sais, bien souvent, là, je vois le monde, j'écoute le monde, my God, tu sais, ça a-tu de l'allure à penser comme ça, agir comme ça? Idéalement, c'est de trouver des gens avec qui on est en affinité pour pouvoir faire une différence. Oui, puis on est beaucoup isolés aussi dans notre consommation. Tout le monde est en compétition avec tout le monde, puis c'est moi qui vais avoir l'argent, puis c'est moi qui vais avoir la job, puis je vais essayer de lui donner un couteau dans le dos à elle, puis je vais essayer de le descendre lui pour que moi je puisse monter en société. Mais on s'isole complètement là-dedans, puis on n'est pas heureux là-dedans. Alors qu'il faudrait être beaucoup plus dans un esprit de communauté, de partage communautaire pour pouvoir accéder à une plus grande sagesse et éventuellement défendre notre planète puis la préserver. Moi, je pense que les gens, tu sais, être heureux, là, je pense que c'est ça la question. Je pense que c'est la base de tout. Si on est malheureux, c'est parce qu'on se respecte pas. Puis si on se respecte pas, parce qu'on s'aime pas. Parce qu'on n'a pas appris à s'aimer, c'est ça le problème. C'est ça qu'on devrait enseigner en premier à l'école. Que chaque être humain a une valeur, chaque être humain a des richesses, chaque être humain a des choses à donner, à partager avec les autres. À ce moment-là, ils pourraient s'aimer parce qu'ils savent que c'est beau en dedans, c'est riche en dedans. D'être dans le positif plutôt que de toujours être le négatif. Parce que, tu sais, on parlait tantôt de la peur, mais la peur, c'est le négativisme. Hein? Puis l'amour, c'est le positivisme. Absolument. Je pense que l'humain, c'est une machine à avoir des buts. Mais le problème, c'est que on nous enseigne pas à avoir des vrais buts. Et comme les rêves, d'avoir des vrais rêves. Ne laissez pas vos rêves mourir, il faut avoir des rêves. Oui, mais des rêves de quoi, là? Juste d'être riche et célèbre et cute éternellement? Ou est-ce qu'on a un rêve beaucoup plus profond, tu sais, beaucoup plus humain, beaucoup plus conscient? C'est quoi le rêve? La vie. Pour moi, la chose de base, c'est la vie. Tantôt, on parlait de religion ou de ces choses-là. Moi, personnellement, je crois pas aux religions. Je pense qu'il y a juste un soleil pour la planète au complet. Il y a juste un Dieu aussi. Tu peux dire que t'es athée si tu veux, mais la table, elle vient de quelque part, puis ton corps, il vient de quelque part, puis c'est pas toi qui l'as créé, là. Ceux qui disent qu'ils sont Dieu, il y a un problème. Mais on n'est pas divin, on est une créature. Mais on a un pouvoir énorme. Parce que chaque fraction... On est divin aussi, on est tous divins, on est tous ce Dieu-là. On est une étincelle divine, mais une étincelle, on n'est pas d'essence divine, on est comme... Ben, on est construit des mêmes matériaux que l'univers entier, en absolument, plus. Absolument. Donc, tout est lié et on est lié à tout ça. Pour moi, Dieu, c'est la source de la vie, c'est la source de l'amour. Point. Simple comme ça, c'est con comme ça. C'est beau. Mais être humain, c'est respecter la vie. Tantôt, tu disais, pourquoi la peur a autant de pouvoir? Pourquoi on est en train de tout détruire? Mais en réalité,
La force la plus puissante dans l'être humain, c'est la force de vouloir rester en vie. Ouais, l'instinct de survie, c'est fort. Ouais, l'instinct de survie, exactement. Mais l'instinct de survie, ça va au niveau du subconscient aussi, là. Le subconscient cherche toujours à garder le corps en santé, mais nos peurs, justement, nous rendent malades. Mais à partir du moment où on enlève les peurs, instantanément, le corps, il se remet debout. Mais la force du subconscient pour remettre le corps en santé est infiniment plus puissante que la force du mental à le rendre malade. La même chose pour la planète. Il y a autant de ressources à l'intérieur de chaque être humain qu'il y en a à l'échelle de la planète. Il y a des milliers de fois plus d'énergie disponible, de capacité disponible que qu'est-ce qu'on a besoin pour se maintenir en vie. Mais en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est se maintenir en vie parce que on a peur de qu'est-ce que les autres vont penser. On a été élevé sur des bases de la peur. C'est la domestication. Peur de qu'est-ce que l'autre va penser, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec. Mais en réalité, être, on veut paraître pour pas être rejeté, mais être, c'est pas compliqué. Non, mais on devrait tellement se supporter les uns les autres, s'entraider les uns les autres, au lieu de se détruire les uns les autres, se détester, ça y est. Mais la plus belle chose que je trouve, moi, dans un être humain, c'est quand je vois l'enfant. Parce qu'il y a un enfant dans chaque être humain, mais la plupart du monde ont appris à le cacher parce qu'ils ont appris à mentir. Quand tu peux voir, même dans les yeux d'une personne de 85 ans, l'étincelle. Ah oui, puis c'est visible aussi. Oui, tu peux voir une dame de 80 quelques années qui a encore le spark dans ses yeux qui fait en sorte qu'elle est belle. Tu sais, tantôt tu disais, les humains n'ont pas appris à être des adultes, mais je pense que c'est plus que les enfants n'ont pas appris à être des enfants, puis les adultes n'ont pas appris à demeurer des enfants. Le cœur, les yeux d'un enfant, de voir la simplicité, les choses simples, le vrai, le beau, le bon. La vie. Je pense que c'est ça qui est... Il n'y a rien de plus beau que ça. On est trop dans l'ego aussi. On est trop dans le paraître, on est trop dans l'apparence, au lieu d'être dans le soi, dans l'intériorité, dans le fondamental, dans l'essentiel de l'être. Tantôt, tu parlais de la simplicité, que c'était ça qui était la base, mais je pense que c'est ça, oui. C'est merveilleux, la simplicité. Oui. Pour moi, c'est la plus belle chose. Ce que j'ai essayé de développer, c'est des technologies simples. Je me suis concentré tout simplement... Tu sais, il y a 6000 fois plus d'énergie qu'on reçoit du soleil que ce que l'humanité consomme. Je me suis dit, si on est capable de la concentrer à faible coût... Tu sais, moi, mon système, il est con comme ça se peut pas, là. Je veux dire, j'ai des gros miroirs qui sont parallèles l'un à l'autre. Un petit moteur un moteur qui coûte à peu près 3000 $ est capable de contrôler 345 mètres carrés de surface. C'est du jamais vu, là. On est capable de capturer plus d'énergie par mètre carré de surface que qu'est-ce qui a été fait à date à un coût ridiculement faible. Si on calcule sur 20 ans, 30 ans, la durée de vie du système, en bout de ligne, le coût de l'énergie est en bas de 3 cents le kilowattheure. Mais il faut que ça se paye en dedans de 3 ans. Si ça fonctionne, on dit qu'il y a des subventions qui existent pour les énergies renouvelables, mais si on regarde comme il faut, il y a beaucoup plus de subventions pour tout ce qui est lié aux carburants fossiles. Si on pouvait investir un petit peu dans... toute l'économie est basée sur le pétrole, de toute façon. C'est pour ça que l'économie sert à supporter l'industrie pétrolière. Mais un n'est pas contre l'autre. Il faut pas que ça soit un contre l'autre. On pourrait assurer plus d'abondance, même à ceux qui sont dans l'industrie pétrolière, comme on disait, en donnant une valeur garantie par baril de pétrole, même si on le fait pas brûler, même si on l'extrait pas. On n'est pas obligé de l'extraire puis de s'empoisonner la vie à le faire brûler pour y donner une valeur. Si on peut prendre cette ressource-là puis le prendre comme un effet de levier financier pour pouvoir justement financer des projets qui vont faire en sorte qu'on va donner de l'abondance à tout le monde. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'abondance pour tous, ce projet-là. Ah, c'est un super livre, ça. Édition USD Système, Stéphane Labelle, l'abondance pour tous. Collection Passeport intellectuel. C'est une méchante brique. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des gens qui ont développé une technologie qui fait en sorte que les inventeurs ont droit d'utiliser leur technologie partout sur la planète sans être obligé de se battre. Quelqu'un qui te copie quand tu écris une chanson ou quelque chose du genre, normalement, il est criminel s'il respecte pas le droit d'auteur. Mais ça, c'est basé sur la même technique, d'une certaine façon. Walt Disney, là, personne s'amuse à
à copier ces petits bonhommes. Même 70 ans après sa mort, ces dessins lui appartiennent. La même chose pour ça. Donc, ton système est breveté, il oui. est protégé. Oui. Et ça, c'est formidable. Est-ce qu'on a parlé de bien des choses aujourd'hui? Ça fait un bon moment qu'on parle. Est-ce que il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler, puis on n'en a pas encore parlé aujourd'hui? Moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est oui, on est dans une situation où les gens doivent prendre une décision qui est importante. Mais ce que je voulais surtout partager, c'est que on a plus de ressources que qu'est-ce qu'on est capable de consommer si on les utilise d'une façon intelligente. On veut faire en sorte que ces ressources-là deviennent disponibles pour tout le monde, puissent donner de l'autonomie aux gens, puis en bout de ligne, je crois aux choses simples, puis j'essaie de faire ça simple, puis mon but, c'est de faire en sorte que ces technologies-là, justement, tombent pas dans les mains de multinationales qui vont essayer de rendre les gens encore plus esclaves, mais va donner une opportunité de liberté aux gens. Qu'on puisse être autonome, qu'on puisse avoir des opportunités de croissance faciles, simples. C'est à espérer que le monde sera pas comme Mad Max là, qui va sortir prochainement, là, où il s'entretue pour des camions de pétrole alors que la Terre est complètement dévastée. C'est fou. C'est fou. Puis il y a de plus en plus de films de guerre, puis tout ça. Puis de catastrophes, là, le 28 mai aussi, ça s'appelle San Andreas, là, c'est le nouveau film d'action catastrophe, là. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous inculque toujours dans la culture populaire aussi, c'est l'idée de l'apocalypse, le sens de l'apocalypse. Exact. Tu sais, ça devient quasiment souhaitable, l'apocalypse. On veut vivre ça comme un gros orgasme. Non, c'est la course aux sensations. Mais il y a une différence entre le bonheur puis le plaisir. Je pense que c'est ça la clé. Les vraies valeurs sont pas à bonne place. Être heureux, en réalité, quand on essaie d'accomplir ce qui est vrai, quand on travaille pour la vie, le soir, on se couche, on est heureux. Mais c'est l'histoire de l'humanité, de s'entretuer pour le pouvoir, pour les richesses, c'est l'histoire de l'humanité aussi. Mais l'orgueil, c'est notre pire ennemi. Et puis, on sait que tous ces grands empires s'effondrent à un moment donné, que tous ces grands tyrans finissent par mourir dans la déchéance la plus totale. Mais au niveau des peuples, si on regarde dans le passé, à chaque fois qu'un peuple a atteint son apogée, les mœurs sont tombées à zéro. Puis à cause de ça, en bout de ligne, tout s'écroulait. On n'a jamais tiré de conclusion de ces choses-là. Qu'on regarde Babylone, qu'on regarde toutes les grandes civilisations, à chaque fois qu'on atteignait notre apogée, les mœurs tombaient à zéro. C'est davantage que les gens deviennent comme déconnectés, débranchés de l'univers. Ils sont comme dans un monde, une bulle artificielle, superficielle, tu sais, insignifiante, sans signifiant. Ils sont débranchés. L'humain, c'est une machine à avoir des buts. Dans le monde dans lequel on est, où ce que le but, c'est de paraître, c'est pas un but. Le but, c'est de posséder de l'argent. L'argent, c'est pas un but. C'est un outil. C'est un outil pour atteindre des buts. Mais le but, c'est quoi? Où on s'en va? C'est quoi qu'on est en train de construire? C'est le chaos. Moi, tout ce que je peux te répondre, c'est que en ce moment, c'est le chaos. On comprend rien de rien. C'est le début du chaos. T'as rien vu. Mais... non, je sais ça, je sais. J'en suis conscient. Juste, on regarde Hydro-Québec, OK? Notre fleuron québécois, OK? Comment ça se fait que l'hydroélectricité n'est pas reconnue aux États-Unis comme une énergie renouvelable? Si ça avait été le cas, les Américains auraient été obligés de payer beaucoup plus cher pour notre électricité que ce qu'ils payent en ce moment. En ce moment, on n'est même pas capable de leur vendre l'électricité parce qu'elle n'est pas reconnue comme une énergie renouvelable. Ah. On s'est fait empiceter comme faux. Il y a une quinzaine d'années, il y a des gros lobbies qui ont posé des questions, qui ont demandé à Hydro-Québec de faire un rapport sur la quantité d'énergie qu'on était capable de produire à partir des ressources hydrauliques québécoises. Quand ils ont vu ça, puis c'est des gens dans l'industrie du pétrole, naturellement, quand ils ont vu le potentiel qu'on avait, c'est là qu'ils ont fait le lobby contre l'hydroélectricité pour dire que c'était pas une énergie renouvelable. Crois-moi qu'on va pas, ils ont réussi. Mais il a fallu qu'il y ait l'aide de certaines personnes qui font partie d'Hydro-Québec.
Ah oui, ça. Ce qui se passe en dessous, dans le pouvoir, dans le monde du pouvoir, on sait rien de tout ça. Quelques années, il y avait des centaines de personnes dans une grosse réunion, puis il y avait des gens, c'était tous des gens gouvernementaux. Ouais. Puis il y avait des gens d'Hydro-Québec qui étaient en avant, puis des gens de Bombardier. Puis moi, j'ai été posé des questions, puis je leur ai dit, comment ça se fait que l'hydroélectricité, c'est pas reconnu comme une énergie propre? Ils m'ont dit, on n'a pas besoin que ça soit reconnu comme une énergie propre. On n'a pas besoin de ça pour pouvoir en vendre de l'hydroélectricité aux Américains. C'est pas notre but à nous. Mais parce que... tu sais, les investisseurs, les Québécois, là, si on avait le droit de vendre l'hydroélectricité 5 fois le prix qu'on la vend actuellement, je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, mais tu sais, on a détourné des rivières, hein, puis on a changé des territoires complètement pour construire de l'hydroélectricité aussi. Alors, est-ce que c'est si propre parfait. que ça? C'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Je suis d'accord. Il y a rien. Mais regarde, c'est pas parfait de la façon qu'ils l'ont fait. On a inversé le courant de certaines rivières. Ouais, mais on l'a fait sans le respect. Mais faire de l'hydroélectricité d'une façon respectueuse, ça a été déjà fait. Va voir le barrage au Chute-Wilson. Tu fais juste capter de l'eau, tu l'accumules dans un petit réservoir de rien, puis tu le laisses descendre dans un tuyau qui est le long du barrage. Ça existait il y a 100 ans. Mais les technologies simples, qui sont pas dispendieuses, on veut pas les utiliser. On aurait du potentiel pour pouvoir faire de l'hydroélectricité sans détruire, sans manquer de respect. Mais, tu sais, encore une fois, l'orgueil. Il faut que ça soit gros, il faut que ça soit lettre, puis que ça soit payant. Créer de l'emploi. Bon, il faut que les chums... Pas pour rien qu'on remplace notre asphalte à tous les 2 ans sur nos routes. Non, c'est ridicule. La technologie pour pouvoir faire des routes qui duraient existait il y a 100 ans. Ah ouais. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Non. On l'a perdu quelque part. C'est drôle. Ouais. C'est drôle ou c'est triste? Moi, je dis toujours we're doomed, tu sais, dans le sens que, quoi qu'on fasse, l'humanité se rendra jamais à une certaine forme de sagesse. On va tout péter. Non. Avant... Non, je suis pas d'accord. Non. Ça a pris 13,7 milliards d'années pour qu'on se rende jusqu'où on est rendu aujourd'hui. Puis, je te dirais que c'est pas par hasard qu'on est assis ici, puis que tu as ta personnalité, puis que j'ai la mienne. Pendant que la planète a évolué tout ce temps-là, on s'est incarné plusieurs fois. Puis, on dirait que ces 13,7 milliards d'années-là, comparativement à l'éternité qu'un être humain, l'esprit, la partie qui est à l'extérieur de l'espace puis du temps, qui est en toi puis qui est en moi, ce 13,7 milliards d'années-là, c'est rien comparativement. Oui, mais c'est rien comparativement à l'éternité que nous, on est. Mais en ce moment, toute la personnalité qu'on a développée pendant ces 13,7 milliards d'années-là, on a le choix. Si les gens sont pas capables de devenir conscients puis de respecter la nature, l'environnement, ils vont être éliminés eux-mêmes. C'est eux qui vont faire le choix de s'éliminer eux-mêmes. C'est un choix, c'est une époque comme on n'en a jamais vécu dans le passé. Oui, mais toi, tout le monde se dit, on va mourir un jour, alors le diable l'emporte. Après moi, le déluge, tu sais, je vais aller chercher toutes les richesses que je veux, puis je vais en profiter au max pendant que je suis en vie, puis quand je meurs, c'est fini. C'est pas vrai. Quand on meurt pas, puis c'est pas fini. Le corps meurt peut-être, mais excepté l'être humain, le vrai, la partie qui est à l'extérieur de l'espace puis du temps, elle survit, elle est là, elle est éternelle. Mais la seule chose, c'est que ta conscience, ta personnalité autoconsciente risque d'être détruite si on prend pas conscience des lois de la vie. Tantôt, tu demandais, c'est quoi le but? C'est d'apprendre le respect, l'amour. C'est simple, c'est con, c'est tellement simple, mais excepté, on est tellement orgueilleux qu'on veut pas se contenter de quelque chose de simple. Mais est-ce que tu dirais, là, on s'écarte peut-être un peu, mais c'est le fun. Je pense que c'est ça le sujet. J'adore la discussion. Je pense que c'est ça le plus important de la discussion. Mais penses-tu que entre l'homme et la femme, il y a une très, très grande différence? Penses-tu que la femme est plus dans l'amour, que l'homme est plus dans la peur, que l'orgueil est plus le fait de l'homme que le fait de la femme? Je pense que l'homme est plus à l'aise avec le marteau, puis la femme est plus à l'aise avec l'aspect humain. Je pense que la femme est plus sensible que l'être humain. Je pense que la femme, ça devrait être ce qu'il y a de plus beau sur la Terre.
Et ça l'est aussi. Mais c'est la matrice de l'univers, tu sais. La femme, c'est elle qui donne naissance à l'enfant. Je crois aux 10 commandements. Ah, même si t'es pas religieux, tu crois aux 10 commandements. Je crois que les messages qui ont été envoyés par les messagers sont vrais. Je crois pas aux religions. Je crois pas que Dieu a eu besoin d'une religion pour créer l'homme. Mais acceptez, c'est pas pour rien que ces messages-là nous ont été envoyés. C'est des messages d'amour, c'est des messages de respect. On a évolué sur le plan technique, mais on a oublié l'humain quelque part. On s'en va où? Mais en réalité, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en quantité industrielle. Il y a de l'espoir en quantité illimitée. Il faut juste qu'on sauve les yeux. C'est pas compliqué. C'est juste ouvrir les yeux, c'est simple. Très intéressant. On va arrêter là parce que je te dis merci. Merci à pour toi. cette belle conversation. C'est vraiment intéressant. On parlait de l'eau. Ah, la bonne eau. C'est incroyable, hein? C'est la vie. Ben oui, c'est la vie. On est composé à 98% d'eau. C'est quoi le pourcentage? Pas tant que ça, 80, mais 70% du poids du corps humain, c'est de l'oxygène. On s'en rend pas compte, mais même l'air qu'on respire fait partie du cycle de l'eau. Oui, absolument. Ça a pris des milliards d'années pour qu'on puisse avoir cette belle planète-là avec l'air qui nous permet de respirer. Mais en ce moment, les océans ont fini, ils respirent plus. Ben oui. Puis les forêts équatoriales non plus. C'est terrible. Les forêts boréales, on est en train de les couper parce que il y a des insectes qui sont en train de se propager. Puis il y a d'autres choses aussi, mais en bout de ligne, l'équilibre est rompu d'une façon vraiment catastrophique. Et même moi, je le vois, tu sais, à l'âge que j'ai, les forêts puis les lacs que je voyais à 20 ans sont plus les mêmes. C'est fou comment tout a changé. Hein? Tout. La qualité est plus la même du tout. La qualité du bois, la qualité du feuillage, la qualité de l'eau. C'est sûr que les gens autour de nous autres ici sont trop jeunes pour savoir ces choses-là. Mais... Et à 10 ans, là, je me suis baigné dans un lac cristallin, dans la région de Rawdon. Là. Tu voyais le fond, là, à 40 pieds, 50 pieds. C'était du cristal, tu sais. J'aimerais bien le retrouver, ce lac-là. Il y en a, mais il faut qu'on aille en haut. On a des projets dans le Grand Nord en passant. Ah ouais? J'aimerais faire une démonstration, entre autres, de la technologie des solaires aux îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, c'est un endroit où il y a 68 mégawatts d'installés qui marchent au diesel lourd. Là, ils sont en train de transformer ça pour que ça fonctionne au gaz naturel liquide. On aurait une possibilité de faire une démonstration des deux technologies en parallèle. Juste à côté des stations énergétiques, il y a une petite montagne, puis sur le côté sud, malgré le fait qu'on est à peu près au 50e parallèle là-bas, le versant sud nous permettrait d'avoir une quantité d'énergie solaire presque équivalente à ce qui est qui est disponible à l'équateur. Ah oui, on est un pays de vent ici, on a tellement de vent en plus. Oui. On a du soleil, on a du vent, on a de l'eau, on a tout. Hein. On est chanceux. Ici au Québec, honnêtement, on est béni des dieux peut-être. Espérons. C'est drôle que ça soit peut-être dans l'endroit où il y a le plus d'eau disponible qu'on ait pu développer la technologie qui va permettre d'en distribuer à l'échelle planétaire. En tout cas, je te souhaite vraiment que ça marche, tes projets, puis... je te le souhaite aussi. Qu'on puisse en voir les bénéfices. Yes, financiers et autres. On a la possibilité de créer des emplois ici en quantité importante, puis honnêtement, c'est pas évident. L'idée, c'est que le changement, l'idée du podcast aussi, c'est que le changement crée des nouvelles opportunités, tu sais. Alors, c'est ça l'idée du podcast, c'est d'interroger le changement. Si le changement crée des opportunités, ben j'interroge le changement. EH2 solaire, ça veut dire que l'énergie de demain va être transportée par l'hydrogène puis va provenir du solaire, idéalement. Ici, le Québec, on est quand même parmi ceux qui sont les meilleurs dans l'industrie aéronautique. Mais les avions, à venir jusqu'à maintenant, 50% du poids qu'ils transportaient, c'était du carburant qu'ils transportaient. Okay? Mais l'hydrogène, elle, pour chaque kilogramme d'hydrogène, on transporte 3 fois plus d'énergie que le jet fuel conventionnel.
Mais en plus, l'hydrogène transporte une référence froide, tellement froide qu'on est capable d'obtenir un niveau d'efficacité au moins 3 fois plus élevé. Mais est-ce que cette technologie-là d'avion à l'hydrogène existe? Oui, elle est là. Elle est là dans ta tête? Oh, oui. Ça, c'est Con comme un balai. ton prochain projet? Ben, on y a touché avec la technologie liée au gaz naturel liquide parce que le gaz naturel liquide aussi transporte une référence à moins 161 degrés. Les résultats des recherches qu'on a faites démontrent qu'on est capable d'arriver à un niveau d'efficacité de 83 Ouais. avec un moteur adapté. Mais c'est ça, si on réussit avec du gaz naturel liquide à arriver à un niveau d'efficacité de 83 comparativement à 20 quelques % comme qu'est-ce qu'ils ont dans leur turbine actuelle. En bout de ligne, puis avec l'hydrogène, on a une référence froide encore plus froide, puis qu'on transporte 3 fois plus d'énergie par kilogramme. Ça fait en sorte qu'on aurait besoin de 10 fois moins de carburant pour pouvoir faire la même job que ce qu'ils font avec un avion. Imagine comment qu'on pourrait transformer l'industrie de l'aviation. C'est merveilleux. On pourrait en créer des emplois ici. Les choses intéressantes que tu m'as dites, Stéphane, ce que je retiens vraiment de notre entretien, c'est que l'espoir, il y a de l'espoir. Plus que de l'espoir. Il y a plus que de l'espoir. On n'a jamais eu autant d'opportunités qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des besoins à combler. Quand tu as une nouvelle façon de mieux combler des besoins, tu as des opportunités de faire de l'argent, tu as des opportunités de prendre conscience, tu as des opportunités de faire mieux. Ouais. C'est tout. Ça serait le fun de pouvoir en profiter. Ben oui. Parce que c'est con comme un balai ce que je fais. Ben... Je fais de la glace, t'en fais dans ton frigidaire. On a juste changé de frigidaire. Ouais. C'est un petit peu plus complexe que ça quand même. Pas tant que ça. Mais pas tant que ça, mais ça se fait à grande échelle. C'est ça qui fait la complexité de la chose. Les technologies que j'utilise pour produire la glace que je veux produire existent déjà depuis plus que 20 ans. Okay? Oui. Mais là, tu sais, tu cherches de l'argent pour le faire fonctionner à grande échelle, pour pouvoir prouver que ton système fonctionne. Ça va se faire là, live, là. On aimerait pouvoir trouver des façons d'en faire bénéficier aux gens d'ici. Tiens-moi au courant. Yes. Merci. Bon, ben j'ai encore allongé ça. J'ai dit 4 heures, il est 5 heures. T'as pas fait découdre les poches et tu ne portes pas ton veston. Le veston. Oui, le veston. C'est parce qu'il met jamais rien dans ses poches.